Poursuivons avec le symposium organisé par les laboratoires Modilac-Sodilac sur les hydrolysaderies que Anaïs Lemoine et moi-même allons animer en cette heure tardive. Et donc on m'appelle et on me dit Marc, il faut absolument que tu viennes parce que on a un enfant aux urgences, là, il est gonflé et les parents sont gonflants. Je dis, plaît-il? Et il me dit, ben oui, ben regarde, et vous avez fait le diagnostic, effectivement, d'œdème important chez cet enfant. Et là, le chef de clinique me dresse le tableau en me disant, voilà, ben c'est les parents, ils sont extrêmement revendicatifs et ils veulent absolument avoir des renseignements de plus. J'ai fait rapidement le test, il a une hypoprotidémie majeure. On verra qu'après, il a une hypoalbuminémie à 14 grammes par litre, cet enfant. Il avait une hypoprotidémie majeure avec une bandelette urinaire négative. J'essaye d'expliquer ce qui se passe aux parents, mais ils veulent pas comprendre. Alors, je vous la fais claire, mais comme c'est une fin d'après-midi, on va essayer de la faire un petit peu festive. Et donc, le père s'avance vers moi, je vous raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée, n'est-ce pas? Et le père s'avance vers moi et me tend une main que je ne lui avais pas tendue et me serre la main que je ne lui avais toujours pas tendue et me la serre la main et il me fait du chicken baby handling, n'est-ce pas? Et il me serre la main, il dit bonjour, je suis le professeur en biologie cellulaire à la faculté de et mon enfant est gonflé. Je suis certes, il continue. J'ai un dodelinnement de tête un petit peu pour le suivre, vous voyez. Et il me dit ben voilà, je suis un peu atterré parce que votre jeune collègue, c'était quand même un chef de clinique, il me dit votre jeune collègue m'a expliqué mais j'ai pas bien compris j'aimerais que vous me détailliez votre stratégie thérapeutique. Je dis et il continue à me la secouer la main. Et là, j'ai pas le temps de dire ni ouf ni pouf que sa femme s'avance vers moi, lui dénoue la main qui était collée à la mienne pour me la secouer à nouveau et me dit oui bonjour, je suis la femme du professeur, c'est-à-dire elle lui dit devant lui que c'était le professeur, donc tous les soirs elle doit lui dire chérie, tu es professeur en biologie cellulaire à la faculté de et elle dit oui voilà, et donc je suis la femme du professeur et j'aimerais que vous me fassiez un algorithme diagnostique. Alors là, entre la stratégie thérapeutique, l'algorithme diagnostique, les 14 grammes d'albumine, ça va quand même un petit peu vite dans ma tête. J'étais en train de leur dire laissez-moi souffler, je vais vous expliquer quand, et je me targue un petit peu d'être dans la pédagogie. Il y avait un jeune collègue qui m'avait accompagné et qui m'a dit ouais, je te suis aux urgences, ça a l'air d'être sympa, etc. Walid, tel était son prénom. Et donc... j'étais en train d'essayer de trouver un stratagème pour essayer de me défaire de l'agression verbale de ses parents, quand tout à coup, Walid derrière arrive, me sort un petit iPad et me dit « Marc, l'algorithme, ça m'intéresse ». Alors, tout coco et mi-fili, vous voyez, j'ai été complètement anéanti, ne sachant plus quoi faire, entre mon envie d'enseigner et mon envie de dégager ses parents un petit peu intrusifs. Donc, j'ai pris, alors, vous savez, quand on essaye de prendre de la distance, donc soit on prend de la distance en reculant, quand on est à l'hôpital, soit on essaye de mettre le col de sa blouse en érection et à ce moment-là, on se sent un petit peu plus, on va dire, cohérent. Et donc je lui dis, eh bien écoutez, les choses sont simples. En fait, vous allez voir qu'elles ne le sont absolument pas. Je lui dis, écoutez, c'est simple, s'il a une hypoprotéidémie majeure, c'est parce que soit il ne consomme pas assez de protéines, mais ça c'est ce qu'on voit dans les pays du tiers-monde, soit c'est que son foie n'en produit pas assez, soit que c'est que la perte est excessive, et la perte est excessive, elle est soit excessive dans les urines, mais sa bandelette urinaire est négative, donc ce n'est pas cela, soit c'est par voie digestive, et probablement cet enfant a une entéropathie exsudative, et là derrière Walid, oh, super, le père me dit,
magnifique, j'ai tout compris. La mère dit, j'ai tout noté. Bref, tout allait mieux dans le meilleur des mondes. Et devant cette situation de perte avec des œdèmes importants, comme vous le savez, dans les entéropathies exsudatives, souvent elles sont plus chroniques sans œdème, je pensais à une gastropathie exsudative. Cette gastropathie exsudative que nous avions publiée il y a déjà un certain temps. J'ai pas osé mettre l'année de la publication, mais je rends hommage ici à Marianne, comme j'ai vu qu'elle venait, donc j'ai voulu absolument... Mais on est jeunes, on est jeunes. Et donc, on sait très bien que les gastropathies à gros plis, qui sont volontiers secondaires à des infections virales à cytomégalovirus, eh bien, cette gastrite à gros plis peut générer des gastropathies exsudatives qui sont assez importantes et qui, sans qu'on ait à les traiter, se résolvent assez spontanément, mais elles sont assez spectaculaires. Et, chose importante, contrairement aux autres entéropathies exsudatives qui se diagnostiquent avec une clairance de l'alpha-antitrypsine, comme vous le savez, dans les gastropathies exsudatives, la clairance de l'alpha-antitrypsine n'est pas en faveur de cette entéropathie exsudative. Toujours est-il que je me suis dit, ben voilà, c'est ça, et donc on organise la fibro, et donc Walid m'accompagne au moment de faire la fibro, et donc on fait la fibro, et si je vous raconte évidemment cette histoire, c'est que cette endoscopie était strictement normale. Walid me dit, mais alors, il est où l'enfant, me montrant tout l'algorithme, le père me disant, mais alors, qu'en est-il? La mère me disant exactement la même chose, vous m'auriez trompé. En fait, cet enfant, Walid, a pris sa revanche puisqu'il a dit, au fait, j'ai fait le diagnostic. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, parce que j'ai interrogé la mère, moi. Alors, qu'il ait interrogé la mère, je l'en félicite, mais le mois derrière, ça m'a un peu agacé, je dois dire. Toujours est-il que, effectivement, je n'avais pas assez interrogé au niveau de l'enquête alimentaire comme on vient de l'apprendre, et cet enfant buvait du jus de riz. Le jus de riz qui, en le maquillant, contient, et j'ai des grands nutritionnistes devant moi, 0,1 g de protéines pour 100 millilitres. Autrement dit, cet enfant avait un quatuor qui était tout à fait spectaculaire. Autrement dit, et il faut faire attention à ces jus qui ne sont pas des formules, ou des laits qui sont des laits d'autres animaux. J'ai pu voir avant de venir, ça m'a fait un petit peu sur le truc là que Trump a voulu, enfin TikTok, bref. J'ai vu, buvez, authentique, hein, buvez du lait de jument et votre enfant sera fort comme un cheval. Donc ça fait peur quand même. Hein. J'ai pas lu buvez du lait d'ânesse et votre enfant sera bête comme un âne. Ça j'ai pas vu, mais c'est juste pour vous dire à quel point il peut y avoir malheureusement des publicités qui sont non seulement mensongères mais extrêmement délétères. Donc il faut bien avoir en tête que ces jus de riz qu'on voit et qui sont accessibles dans les magasins bio ne sont pas des hydrolysats de riz, qui sont des formules infantiles qui, comme on le voit ici dans les recommandations de début 2024 de l'ESGAN, sont une alternative tout à fait pertinente aux hydrolysats extensifs de protéines de lait de vache dans les allergies aux protéines de lait de vache. Et ceci a été conforté par le comité de nutrition française. Autrement dit, en première intention, on peut tout à fait utiliser soit les hydrolysats à base de protéines de lait de vache, soit les hydrolysats à base de protéines de riz. Est-ce que tous les hydrolysats de riz, et on en a on a fait l'analyse, il y en a 5 qui sont sur le marché, nous ne les citerons pas. Toujours est-il qu'on peut se demander est-ce qu'ils se valent et comment on choisit une formule infantile de manière scientifiquement démontrée. Eh bien, il faut savoir que parfois, on est dans une situation, vous voyez, où on essaie de se garer. Alors lui, il a compris le système des 2 roues, il n'y a que 2 roues. Hein. Et c'est vrai que parfois, bien, il y a des firmes qui font les études
Et il y a d'autres firmes qui copient la formule sans avoir fait les études et se disent, ben voilà, c'est aussi efficace. Et donc, on sait que parfois, on peut être un petit peu lésé par ce qu'on voit, alors qu'on sent très bien que ici, ils n'ont pas des abdos, quoi. Donc, parfois, on voit que ce n'est pas exactement la même chose. Donc, il ne faut pas se tromper et il faut avoir en idée claire que les formules à suivre, ce sont évidemment celles qui ont fait l'objet d'études contrôlées. Pardonnez-moi pour la faute d'orthographe. Toujours est-il qu'il y a deux éléments importants. C'est est-ce qu'il y a des études qui plaident en faveur de ces produits? Et deuxièmement, est-ce que l'acceptabilité, puisque la croissance, elle est effectivement évidente, et est-ce que la palatabilité, la flaveur de ces formules est quelque chose d'acceptable? Et on a retrouvé deux études qui montrent que les hydrolysats à base de protéines de riz sont mieux consommés, mieux tolérés que beaucoup d'hydrolysats à protéines de lait de vache. Autrement dit, c'est une alternative qui est tout à fait satisfaisante pour nourrir ces enfants qui sont allergiques aux protéines de lait de vache. Maintenant, si on fait une vraie analyse de la littérature après cette présentation clinique, on va dire, d'introduction, eh bien, Anaïs, dis-nous un petit peu quelles sont les études et détaille-les-nous. Merci Marc. Bon, j'ai la lourde responsabilité de passer après toi et de clore cette journée, mais courage, on va y arriver. Et je vais vous présenter des études qui comparent les hydrolysats de riz avec les autres formules pour voir un petit peu quelle formule choisir dans la PLV si on pouvait choisir un petit peu en fonction de ce qu'on sait. Alors déjà, pour repartir un peu sur la base, qu'est-ce qu'un hydrolysat de riz? Ce sont des protéines de riz qui sont soit hydrolysées de manière partielle, soit hydrolysées de manière extensive, ça dépend des marques, avec un aminogramme bien sûr approprié et l'ajout nécessaire de 3 acides aminés essentiels que sont la lysine, le tryptophane et la thréonine. En termes de glucides, on est comme sur les autres formules infantiles. Les lipides, pareil, les calories, pareil. Donc, ce n'est pas là-dessus que ça se joue. Il n'y a pas de phytoestrogène dans les hydrolysats de riz et ça peut contenir un petit peu d'arsenic et des métaux lourds, etc. Mais bien sûr, il y a une surveillance qui est très étroite avec des taux qui sont jugés acceptables. Et il y a des études de toxicité qui sont faites, et notamment dans l'étude Grito. Je ne vais pas redétailler aujourd'hui, mais les taux étaient tout à fait quasiment indécelables en fait. Donc, la définition d'un hydrolysat, en général, un hydrolysat dans l'indication de la PLV, c'est qu'il faut que ça soit toléré par au moins 90% des enfants allergiques. Et donc, dans l'hydrolysat de riz, c'est la même définition. En Europe, on a la chance d'avoir ces hydrolysats de riz depuis les années 2000. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Alors, première question, la croissance sous hydrolysat de riz, parce que pendant un moment, il y avait ce débat de est-ce que les enfants vont grossir bien, est-ce que la croissance est satisfaisante. Alors, moi, je ne vois rien, j'espère que vous voyez quelque chose. Globalement, donc, toutes les études que je vous présente là, il y a un tableau à gauche, c'est chez les enfants sains, un tableau normalement à droite, c'est chez les enfants qui ont une APLV. Et en fait, globalement, la synthèse de toutes ces études, c'est qu'il n'y a pas de différence de croissance entre une formule standard et un hydrolysat de riz. Donc déjà, point positif pour les hydrolysats de riz. Ensuite, il y a l'étude Grito que je voudrais vous citer, qui a été publiée en début d'année et pour laquelle j'ai participé en fait, au moment de l'inclusion des patients. Donc, en quelques mots, cette étude, c'était une étude prospective randomisée en double aveugle et on comparait en fait un hydrolysat de riz, donc qui est l'hydrolysat de notre partenaire du jour, avec un hydrolysat extensif de caséine. Les nourrissons, ils avaient moins de 10 mois à l'inclusion. C'était une étude où la PLV était confirmée au moment de l'inclusion des patients, soit sous leur forme IgE, soit sous une forme non IgE médiée. On avait une 50aine d'enfants par bras. Et vous voyez sur les schémas en bas que la croissance était équivalente entre les deux formules. Donc là, je vous ai représenté que le Z-score du poids et de la taille, mais on avait mesuré bien sûr aussi le périmètre crânien, le périmètre brachial et compagnie. Donc, critère de jugement principal de cette étude, la croissance, est similaire entre les deux groupes.
Ensuite, en termes de tolérance vis-à-vis des hydrolysats de riz, je vous ai repris ces différents papiers qui, pareil, ne rapportent pas de cas d'enfants qui n'auraient pas bien toléré les hydrolysats de riz, en particulier chez les nourrissons avec une allergie aux protéines de lait de vache. C'est assez logique puisqu'il n'y a aucun résidu de protéines de lait de vache dans ces formules. Donc voilà, je passe rapidement là-dessus. Et là, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est en termes d'acquisition de la tolérance, est-ce qu'on va avoir des différences par rapport aux hydrolysats de riz vis-à-vis des autres formules qu'on peut trouver en France. Alors, je vous présente cette étude que je pense que vous connaissez, mais je vais vous les décortiquer un tout petit peu. C'est donc une étude prospective non randomisée en ouvert. Donc, je vous ai mis en rouge les points un peu négatifs dans les études non randomisées en ouvert. Ça ouvre la porte au biais potentiellement. C'était des nourrissons qui avaient moins de 1 an, qui avaient donc une APLV majoritairement non isomédiée. Et quand on voit la figure comme ça, on se dit que la formule qui contient un hydrolysat de caséine avec du LGG permet une acquisition de la tolérance plus facilement ou plus fréquemment, on va dire, après 12 mois d'éviction, par rapport à l'hydrolysat de riz qui est au niveau de la 3e colonne. Sauf que en fait, le problème de cette étude, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les enfants avaient reçu un hydrolysat de riz en première intention, et voir une formule d'acide aminé qui est la dernière colonne où on voit que la tolérance est encore plus lente. Et donc, finalement, ça ouvre sur des biais, puisqu'on ne peut pas vraiment conclure sur l'intérêt de cette formule-là par rapport aux autres. En tout cas, si je reviens juste, dans cette étude, sinon si on compare hydrolysat sans LGG versus hydrolysat de riz, on n'a cette fois-ci pas de différence en termes d'acquisition de la tolérance après 12 mois d'éviction. Ensuite, deuxième étude, prospective, non randomisée et en ouvert. On a le même genre de résultats. Vous voyez qu'il y a une formule à gauche qui ressort, qui est la formule qui contient du LGG. Et vous voyez que le riz, c'est la 2e barre, est au même niveau que l'hydrolysat de lactosérum, et les acides aminés sont en dernière position. Mais encore une fois, dans cette étude, on n'a pas de différence entre un hydrolysat de riz ou un hydrolysat de lactosérum. Hop. Ensuite, étude cette fois-ci prospective randomisée avec des petits effectifs en ouvert, avec un âge moyen à l'inclusion de 14 mois, avec des enfants qui ont été testés en termes d'acquisition de la tolérance tous les 6 à 12 mois pour vraiment essayer de définir quand est-ce que les enfants guérissent. Cette fois-ci, vous voyez que le riz, il est en rouge. Et en fait, on voit que les enfants, finalement, dans cette étude, ont une acquisition plus rapide de la tolérance quand ils ont reçu un hydrolysat de riz et que c'était plus lent quand ils avaient reçu un hydrolysat de protéines de lait de vache. Ensuite, cette étude qui compare un hydrolysat de riz avec des hydrolysats de protéines de lait de vache qui contiennent à la fois de la caséine et du lactosérum hydrolysé. 46 enfants dans chaque bras, des enfants qui étaient assez jeunes. Et vous voyez, là, c'est assez visuel aussi, qu'on n'a pas de différence entre hydrolysat de PLV et hydrolysat de riz. C'était un objectif secondaire de l'étude. Et puis, je vous remets cette étude Grito dont je vous ai parlé juste avant, où sur ce graphique, vous voyez aussi qu'il n'y a pas de différence d'acquisition de la tolérance entre les enfants qui avaient reçu un hydrolysat de riz versus un hydrolysat de caséine. La force de cette étude, c'est que c'était, donc, comme je vous l'ai dit, randomisé et en double aveugle pendant toute la durée de l'étude, donc on n'était pas du tout au courant de ce que recevaient les enfants. Et on a, à 1 an de l'inclusion, 72% des enfants qui étaient guéris dans le groupe riz versus 54% dans le groupe hydrolysat de caséine. C'était non significatif, mais on a un âge médian d'acquisition de la tolérance qui est un tout petit peu plus rapide dans le groupe riz, bien qu'encore une fois, ça ne soit pas significatif et que c'était l'objectif secondaire de l'étude, donc ce n'est pas le résultat principal. Alors, si on résume ce que je vous ai dit, en fait, il y a la DRACMA aussi qui a fait déjà le travail, qui a donc comparé toutes les formules en faisant une méta-analyse, à la fois dans la PLV isomédiée et dans la PLV non isomédiée. Et la case qui nous intéresse un peu plus particulièrement, c'est celle que j'ai entourée en gras, qui correspond à l'acquisition de la tolérance. Donc vous voyez sur la première ligne, c'est comparaison des hydrolysats de PLV, hop là, avec ici les acides aminés. Et donc les hydrolysats de protéines de lait de vache font mieux que les acides aminés. J'espère que c'est ça, parce que je vois vraiment pas très bien. Ensuite, il me semble que la colonne qui est là, la deuxième ligne,
Bon, je ne peux pas vous montrer. La deuxième ligne, c'est comparaison des hydrolysats poussés de PLV et des hydrolysats de riz. Donc là, vous voyez, ça ressort en bleu, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de supériorité de l'un sur l'autre. Et on a le même genre de résultat dans le tableau de droite qui correspond aux formes d'APLV non isomédiées. Et en bas, par contre, on a les hydrolysats de protéines de lait de vache avec probiotiques, comparé aux formules qui n'ont pas de probiotiques. Et là, dans la forme d'APLV isomédiée, les formules avec probiotiques font mieux. Alors, quand on regarde in vitro, quand on prend des formules, toutes ces formules-là dont je vous ai parlé, digérées, en fait, qu'on va mettre sur des lignées cellulaires mononucléaires sanguines de patients avec une APLV isomédiée, donc c'est des effectifs restreints. On regarde donc in vitro la production de cytokines, soit des cytokines pro-allergie de la voie TH2, soit des cytokines plutôt pro-tolérance de la voie TH1 et Treg. Vous avez dans la première, tout à gauche, là, en fait, c'est le témoin, donc c'est quand on met rien ou de l'eau. La deuxième colonne, c'est quand on met de la sérum albumine bovine. Et la troisième colonne, c'est quand on met de la bêta-lactoglobuline, donc un équivalent de protéines de lait de vache. Et je vous ai encadré du coup en bleu quand on s'intéresse plus particulièrement au riz. Et donc vous voyez que le riz, en fait, l'hydrolysat de riz ne va pas stimuler ni la voie pro-TH2, ni la voie pro-TH1. Donc en fait, ça ne va pas sensibiliser le patient, ça ne va pas le rendre réactogène, on va dire, mais en même temps, ça ne va pas non plus induire la tolérance d'après cette étude et d'après les cytokines qui ont été évaluées. Ici, cette fois-ci, c'est quand on regarde, c'est pareil, c'est les formules qui ont été digérées in vitro et compagnie, qu'on va les mettre sur des cellules CACO2. Les cellules CACO2, c'est des cellules de cancer colique. Et vous voyez en bleu, du coup, l'hydrolysat de riz, et vous voyez que là, en pareil, ça ne va pas jouer sur la fonction barrière. En haut, vous avez l'occludine, qui est donc la protéine que vous trouvez dans les jonctions serrées. La deuxième image, c'est ZO1, donc c'est pareil, c'est dans la zonula occludens des jonctions serrées. Et à 3, la troisième figure, c'est MUC5C, mais en fait, ça, on s'en fiche un petit peu parce que c'est présente que sur les cellules cancéreuses coliques et pas vraiment chez nos petits-enfants avec une APLV normalement. Donc vous voyez que la ligne du haut, en fait, il n'y a pas finalement de stimulation de cette barrière, donc il n'y a pas de différence entre les différents hydrolysats de riz et le témoin. Et en bas, on regarde les médiateurs de danger cellulaire, notamment les alarmines. Et là, malheureusement, et je ne sais pas comment l'expliquer, on voit que les hydrolysats de riz entraînent la production de certaines alarmines, notamment TSLP et IL-33. Alors pourquoi ça fait ça, on ne sait pas. Et finalement, quel est l'impact sur la clinique? On ne peut pas trop le dire, puisque ce n'est pas ce qu'on observe finalement en clinique sur l'évolution de la tolérance chez les patients. Donc l'actualité depuis l'année dernière, c'est les recommandations de l'EBSGAN et du DRACMA, que vous connaissez, je pense, très bien. Donc je vous rappelle qu'il y a un surdiagnostic des APLV et en particulier des formes non isomédiées, qu'il y a une confusion possible entre l'APLV et les TFI, notamment les bébés qui régurgitent, les bébés qui pleurent un peu et compagnie, qu'il faut bien faire le test d'éviction réintroduction sur 2 à 4 semaines dans les formes non isomédiées. Et puis, je vous rappelle aussi d'éviter les compléments de lait dans les premiers jours de vie si c'est un allaitement maternel exclusif souhaité. Et donc la formule finalement qu'on va choisir en première intention, ça peut être soit un hydrolysat poussé de protéines de lait de vache, soit un hydrolysat de riz. Les deux sont tout à fait possibles en première ligne. Et les formules d'acides aminés, on va plutôt les réserver en seconde intention, ou si on a une forme sévère, mais l'EBSGAN ne définit pas qu'est-ce qu'une forme sévère. Par contre, l'EBSGAN dit qu'en cas d'anaphylaxie, il faudrait mettre une formule d'acide aminé. Ce n'est pas forcément ce qu'on observe, nous, en pratique, puisqu'il y a des enfants qui ont des APLV avec un tableau anaphylactique qui vont très bien tolérer les formules autres que les acides aminés. Est-ce qu'on choisit un hydrolysat poussé de caséine ou de laxosérum en première intention? Ça, il n'y a pas de débat, enfin, on ne sait pas. Il n'y a pas de réponse à cette question. Est-ce qu'on peut faire une décroissance des acides aminés vers un hydrolysat? Ça, c'est possible, effectivement, mais ça reste à être étudié de manière un peu plus approfondie. Ça, je passe, vous connaissez très bien. Ça aussi, vous savez, il ne faut pas faire de patch et compagnie, mais voilà. Et puis, du coup, je vous ai remis ici la synthèse de l'algorithme traduit en français, où ça vous reprend un peu, il faut faire
le diagnostic, le test d'éviction et réintroduction. Si on a mis un hydrolysa en première intention, un hydrolysa de riz, et que les symptômes ne s'améliorent pas, en fait, ce n'est pas une APLV, il faut changer notre fusil d'épaule, il faut penser à un autre diagnostic. C'est l'avantage de l'hydrolysa de riz en première intention, c'est qu'on gagne un petit peu de temps. Bon, ça, c'est pour la prévention de la PLV. L'Apsgan, c'est juste pour en parler un tout petit peu. Ils sont finalement pas très clairs sur cette histoire de biberon qu'on pourrait donner, enfin, les compléments de lait qu'on pourrait donner de manière régulière pour essayer d'induire une tolérance, ou en tout cas entretenir une tolérance chez les enfants qui seraient exclusivement allaités. Mais c'est un débat qu'on a déjà eu ici et c'est pas le sujet du jour. Ça, vous connaissez bien, c'est aussi voilà, éviction, réintroduction. On peut réintroduire éventuellement avec du lait cuit ou du lait non cuit, ça dépend un petit peu de la forme initialement. Et en tout cas, je vous rappelle bien que dans les formes IgE médiées, ce sera un TPO à l'hôpital. Et dans les formes non IgE médiées, on peut céder des échelles de lait, notamment des échelles de lait cuit, pour pouvoir réintroduire petit à petit. La drachma, ce qu'ils disent, eux, c'est la même chose. Hydrolysa poussée de protéines de lait de vache ou hydrolysa de riz en première intention, avec ou sans Lactobacillus rhamnosus GG. On va garder la formule à base d'acides aminés en seconde intention, et donc il faut bien expliquer le PAI, le protocole écrit, faire attention qu'il n'y ait pas de carence, notamment en calcium, etc. Enfin, les trucs classiques que vous savez très bien aussi. Et donc pour conclure, donc devant une APLV suspectée ou confirmée, on peut prescrire un hydrolysa de riz en première intention ou un hydrolysa poussé de PLV. Il faut toujours essayer de préférer les formules qui ont déjà démontré leur hypoallergénicité par des études cliniques. La croissance sous hydrolysa de riz, elle est satisfaisante. La tolérance à la formule hydrolysée de riz, elle est a priori supérieure aux hydrolysats poussés de PLV, puisqu'on n'a pas de cas décrits de patients qui auraient fait une réaction allergique, d'enfants allergiques au lait qui auraient fait une réaction allergique à l'hydrolysa de riz. Et l'âge de tolérance, elle est similaire entre les hydrolysats de riz et les hydrolysats poussés de PLV. Donc, du coup, on est rassuré aussi sur l'évolution de nos patients. Voilà, je vous remercie.